Bonjour à tous. Bravo à Jazz Uncle pour ce carrosse d'or. Et bravo à la SRL d'avoir pensé à lui. Jazz Uncle, donc vous êtes né en 1970 à Feiyang, dans la province du Shanxi, au nord-est de la Chine. C'est une province réputée pour son industrie, pour ses mines de charbon, aussi sa pollution et sa pauvreté. C'est devenu un endroit très important pour vous et pour vos films, en particulier les premiers. Et vous-même, vous décrivez, en tout cas vous êtes décrit comme un cinéaste indépendant chinois issu des classes populaires. Le film que vous avez choisi de projeter, que la quinzaine projette cet après-midi, c'est Plateforme, votre deuxième long métrage, réalisé en 2000. Bon, d'une part, c'est un film magnifique, et c'est un film très important dans l'histoire du cinéma contemporain, et pas seulement chinois, mais c'est aussi un film très important dans votre œuvre. D'ailleurs, ça aurait dû être votre premier film, si je crois bien. En tout cas, c'est le film que vous souhaitiez faire avant Raoul, artisan pickpocket. Et c'est un film où vous ne racontez pas votre histoire particulière, mais le film se situe sur une décennie qui a été celle de votre adolescence et qui se situe dans votre ville natale. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre état d'esprit, de votre désir, le désir de faire ce film qui a été si important pour vous? 站台，我的确对站台这个电影就是特别有感情，因为它是我写的第一个长篇剧本。那个时候90年代初，我在北京电影学院学习，然后那个时候想当导演，想拍片，就开始写剧本。提起笔来开始写的时候，就逐渐的有了站台这个故事，把它写了出来。Effectivement, Plateforme est le film, je crois, pour lequel j'ai le plus d'affection. C'est ma première fiction, qui parle du début des années 90. À l'époque, je faisais mes études à l'Institut du cinéma à Pékin. J'avais envie de me lancer dans une première fiction, et à partir du moment où j'ai pris le stylo pour écrire un scénario, tout de suite l'histoire de Plateforme est venue. 那谈到这个电影，的确是首先得谈一下我的家乡，就是电影里面这个地方，山西汾阳。Pour parler de ce film, il faut absolument commencer par parler de l'endroit où il se situe, de la province du Shanxi, de la ville de Fanyang. 它是在中国，它当时我们汾阳叫汾阳县，它是一个县城。什么是县城呢？它都是介于大的城市，像北京、上海、广州，包括山西的省会太原这些大城市和农村之间的一个比较大的一个中间的一个，你也可以说它是镇，也可以说它是一个小城市。所以它往往在计划经济时代可以把大的城市的信息，包括物资，包括文化上的信息，通过县传达到农村去。那我觉得我在汾阳生活了21年，这个21年汾阳的生活，这样的一个给了我一个很重要的观察中国社会的角度。因为我一方面可以了解城市的信息，一方面也跟农村在一起，我了解，它让我有机会了解农民、土地、农村的生活。Et des villes de province comme Taïwan, des villes et cette position intermédiaire entre les grandes villes et la campagne. C'était très important à l'époque de l'économie planifiée, parce que c'était, disons, quand on se situait au niveau de ces villes-là, c'est de là qu'on pouvait obtenir des informations sur l'évolution économique, l'évolution matérielle du pays,
mieux connaître aussi le monde paysan. 我是1970年出生的，所以到80年代开始中国改革开放，正好是我从10岁到20岁的过程，这个时间正好就是站台的一个时间，1979年到1989年。那中国那个时候开始改革开放，经济开始恢复，然后文化也开始解禁。对于一个成长在那个年代的年轻人来说，我的青春期就是变革的时期。Je suis née en 1970. L'ouverture, les réformes en Chine ont eu lieu dans les années 80. Donc ça fait une période d'une dizaine de pour la période où j'avais 10 ans entre moi, quand moi j'avais entre 10 ans, de 10 ans jusqu'à 20 ans, des années 79 à 1989. Et tout à fait exactement la période d'ouverture économique, de réforme, le moment où l'économie se portait de mieux en mieux et où on assistait à une ouverture sur le plan culturel. C'était aussi ma jeunesse. 讲到这个，可能我多少需要我多讲一讲。Il faut peut-être que j'entre plus dans le détail, c'est vrai. 我觉得这个变革，首先它从2个方面来的，一方面是物质层面，因为在这个之前是文化大革命。文革的时候我年纪还小，但是到5、6岁的时候文革还没结束。我那时候最大的一个感受就是饥饿，因为吃不饱饭，物质非常的有限。但是到了80年代，很快家庭开始，因为这个变革，家庭开始有了，比如说电视机，开始有了洗衣机，然后社会也开始松动。文革的时候，人们不能自由的移动，从一个地方到另一个地方，你要去旅行的话，必须开那个介绍信。那到改革开放之后，人也开始流动了，整个社会动起来了。它让我就是因为我还有文革的记忆，又经历了改革，所以这个社会的巨大的变化，它留给我内心就是抹不去的一种激情跟记忆。Pour parler de ce changement radical de la société à cette époque-là, bien sûr c'était sur le plan matériel. Il faut se dire qu'on sortait de la révolution culturelle et bien sûr moi j'étais trop petite pour la révolution culturelle, mais les souvenirs que j'ai eus pendant cette période, quand je me souviens des choses, c'était qu'on n'avait pas suffisamment à manger, c'était une période difficile. Et puis avec l'ouverture, les éléments les plus importants qui sont arrivés, c'était par la télévision, et puis par exemple la machine à laver. Aussi le fait que la société s'assouplissait. Il faut se dire qu'avant la période d'ouverture, quand on voulait se déplacer en Chine, il fallait demander une autorisation, un permis pour se déplacer. Avec l'ouverture, les déplacements ont été facilités. Donc c'est comme si tout d'un coup la société se mettait en mouvement. Et cette transformation très importante pour moi personnellement, m'a apporté une envie, un enthousiasme soudain, une envie de faire. 另外一方面就是文化的改变。我们在文革前后基本上没有娱乐，没有流行文化。进入80年代之后，开始有了流行文化，开始有了流行音乐，开始可以看外国电影。那这些带来了一个总体社会的变化，最终它带给年轻人一种渴望自由跟追求自由的这样的一个精神。但是到了1989年，所有的一切停止了。Sur le plan, plus particulièrement sur le plan de la culture, ce qui caractérise toute la période de la révolution culturelle, un peu avant et après, c'était l'absence totale de culture populaire, par exemple, au niveau de la musique, ça se ressentait particulièrement. Puis avec l'ouverture, on a commencé à pouvoir avoir accès à tous les chants, toute la variété, toute la variété, et puis avoir aussi des films venus de l'étranger. Et tout ce nouvel accès à une autre forme de culture nous a donné à la jeunesse un désir de liberté et d'ouverture sur le plan spirituel absolument fulgurant, fascinant, et jusqu'en 1989 où tout s'est arrêté.
那经过89年天安门的这个事件之后，到90年代初，我读电影学院写剧本的时候，我那时候应该23、24岁的样子，但是我觉得我好像经历了很多事情，很伤感，有一种莫名其妙的苍老。虽然我才23、24岁，所以就是不知不觉写了一个剧本。但是写完之后呢，这是一个很长的故事，又需要是一个旅行式的拍摄，因为这个剧团、这个乐团他们在流浪的演出。那当时我找不到钱去拍这个电影，所以就1998年先拍了小五。那么拍完小五时候，跟这个日本的 Office Kikano 建立了联系，那他们愿意投资站台，这样到2000年的时候拍出了这部影片，它变成了我的第2部电影。Donc, si on reprend à partir des événements de 89, moi en 1990, qui était aux études à l'Institut à l'Académie du film, donc j'avais environ 23 ans. Je sais que quand j'avais cet âge-là, j'avais déjà l'impression d'avoir un vécu extrêmement long, une expérience très grande de la vie derrière moi, et en même temps une sorte de tristesse, de souffrance. Et c'est comme si je me sentais déjà très vieux. Et donc c'est chargé de tous ces sentiments-là que je me suis lancée dans l'écriture du scénario. C'était pour moi une histoire très longue à raconter, mais je voulais absolument surtout que le côté voyage, puisqu'on parle d'une troupe qui devient itinérante, une troupe d'artistes itinérants, que le côté voyage soit prégnant dans le film. Malheureusement, je ne trouvais pas de financement pour me lancer dans le tournage de ce film. C'est pour ça qu'en 98, j'ai d'abord fait Xiaowu le pickpocket. Et puis après, Office Kitano a décidé d'investir dans ce qui aurait dû être mon premier film de fiction. Et donc c'est pour ça qu'en 2000, j'ai tourné le film et que finalement c'est devenu mon deuxième film. Vous venez de le dire très bien, mais ce qui impressionne dans Plateforme, c'est l'aspect magistral du film, mais c'est déjà cette très grande maturité que vous avez très jeune, cette tristesse aussi, cette mélancolie que vous évoquez. Et déjà dans le film, il y a plusieurs strates à l'intérieur du même film. Il y a effectivement une partie autobiographique et une partie romanesque avec des personnages, avec des histoires plus ou moins anecdotiques. Mais il y a surtout cette volonté que vous venez d'évoquer de parler avant tout de la Chine. Donc de donner des images, de témoigner de ce qui se passait vraiment en Chine, dans cette province-là, mais plus globalement dans la Chine dans son ensemble, d'avoir un souci de vérité avec l'utilisation du dialecte, de montrer des classes ouvrières ou populaires qui n'avaient pas accès à des images, enfin qui n'étaient pas représentées au cinéma. Donc très tôt dans votre cinéma, il y a comme une forme de responsabilité que vous prenez de devenir le cinéaste qui va parler de son pays, qui va parler de la Chine dans ses transformations. Et c'est pas seulement un témoignage, ça se double aussi en même temps d'une analyse économique, politique et voire évidemment d'une critique aussi. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux dès le deuxième long métrage que vous allez décliner ensuite sous différentes formes avec vos films suivants. 拍电就是我从拍第1部电影《小五》开始，我觉得那个时候，因为我自己工作的环境是中国大陆，在我的电影环境里面，当时我们主要看到的是2种电影，一种是好莱坞或者好莱坞式的香港电影，就非常的这个戏剧性非常强。另一种呢，就是官方的主旋律电影，里面也都是这个英雄人物。所以在荧幕上很难看到真实的中国人的生活情况，所以当我自己拍电影的时候，我觉得应该改变这种情况，让荧幕上能够出现真实的中国人的生活，包括我们的环境，我们生活遇到的问题。所以这样的一个起源于中国电影环境的原因，
是在当时是对我来说很重要的。对他是，我觉得我想反叛这个电影的文化，当时的中国电影的文化。À l'époque où j'ai tourné Xiao Wu, j'étais conscient que j'étais dans un environnement professionnel très particulier, dans le sens où, par exemple, les seuls films qu'on pouvait voir, c'était soit des productions hollywoodiennes, soit dans le style d'Hollywood et des productions venues de Hong Kong, donc avec une grande théâtralité. Et puis, un autre style de cinéma qu'on pouvait voir, c'était le cinéma de propagande avec les héros mise en place par la propagande. Le constat que je faisais, c'est qu'on ne voyait pas l'être humain chinois à l'écran, n'était jamais représenté à l'écran. Et ça, pour moi, il y avait une évidence qu'il fallait changer, qui essayait d'apporter, justement, de permettre à ces gens que j'observais dans mon quotidien, permettre qu'ils apparaissent à l'écran. C'était aussi pour moi tout à fait évident l'importance de l'environnement sur la création. Et encore une fois, j'ai pris, je pense, une décision qui a été celle d'essayer de faire changer les choses. 那另外一方面呢，就我觉得无论是在中国还是世界其他地方，实际上我们背后的政治、经济、科技一直在剧烈的改变。那我自己在中国感受的更强烈了。一方面，我觉得我应该创造一种电影，它跟我个人的记忆经验有关系，它是来自于对人的观察，来自于我个人的生命经验。另一方面呢，这种生命经验它是跟社会有关联的，它跟每个人的生活都很难摆脱背后的社会对他的塑造跟影响。所以在拍从小五开始到站台一直到现在，那我觉得我一直希望建立我电影跟社会的联系，而不是切断它。Je pense que, bien sûr en Chine, mais aussi partout ailleurs dans le monde, on a connu sur le plan politique, économique, sur le plan technique des évolutions. Bien sûr, en Chine, ça a pris une ampleur peut-être plus grande, plus radicale dans le temps. Et puis, ça, associé aussi à mon expérience personnelle, enfin sur le plan individuel, ce qui était important pour moi de mettre dans le cinéma, c'était mon expérience personnelle, ma perception des choses, mon observation. Et encore aujourd'hui, tout ce qui me permettait aussi d'être en lien avec la société. Et encore aujourd'hui, depuis Xiao Wu, en passant par plateforme jusqu'à mes films les plus récents, ce que je m'attache à faire, c'est à construire mon propre lien avec la société et non en aucun cas l'inverse qui serait de m'en éloigner. Quand je disais que Plateforme était un film important, je sais qu'à un moment donné, vous avez même envisagé de retravailler le montage du film. Et puis finalement, vous êtes arrivé à une autre idée et on va le découvrir dans quelques jours à Cannes. C'est votre nouveau film Mountains May Depart. Sans rien dévoiler évidemment de ce film que vous découvrirez bientôt. Ce film, vous l'avez envisagé comme un prolongement et même comme une suite de Plateforme où on retrouve des personnages de Plateforme dans votre nouveau film. 对，站台我们当时有一个导演的版本，刚剪完是3个小时10分，我很喜欢那个版本。后来我们就是最后发行的时候变成2个半小时。为什么会剪掉40分钟呢？最主要的是那40分钟涉及了3到4首流行音乐，那些歌是当时就2000年买不起，然后如果我们不买这些音乐的版权，这个电影没有办法这个商业发行，那最后就只能把有关它的部分就全剪掉了。我非常想重剪这个电影，因为有时候我会想起剪掉那些部分它还是对我来说非常的感动。La première version, disons la version du réalisateur de Plateforme, faisait 3h10
Pour la distribution, on a dû couper 40 minutes et donc la version que vous avez vue fait 2h30. De quoi étaient faits les 40 minutes? En fin de compte, ça tournait beaucoup. Enfin, ça tournait autour de 3 voire 4 chansons très en vogue à l'époque. Et le problème, c'est qu'en l'an 2000, on n'était pas assez riche pour acheter les droits de ces chansons. Donc, on a supprimé ces passages-là. Bien sûr, maintenant, ça me travaille toujours. J'aimerais beaucoup refaire le montage. Et puis, ces fameuses 40 minutes, ça m'arrive souvent d'y penser. Je suis toujours très émue. Nous aussi. 那就是从我工作拍第一部电影98年到现在，我觉得我一直在关注中国的变革，但是这个变革它呈现给我们的那种速度和呈现给我们更多的惊讶，这几年越来越的让我不平静。然后有时候我会想，如果站台里面的人他们在现在他们会怎么样？他们过着怎样的生活？带着这样的一个问题，我开始有了今年新的这个电影《山河故人》的一个最初的构思。Donc entre 1998, mon premier film, et jusqu'à maintenant, je m'attache à parler des transformations de la Chine, au niveau de tout ce que cette vitesse fulgurante des transformations apporte comme étonnement, enfin nous laisse vraiment, on est sidéré par cette fulgurance. Mais quand je pense maintenant à la réalité de la situation actuelle, je me sens toujours un peu, j'arrive pas à m'apaiser, toujours, ça me travaille beaucoup. Et c'est vrai que je me dis, ces personnages qui étaient dans le film Plateforme, si je les, au jour d'aujourd'hui, quelle serait leur réaction, leur sentiment vis-à-vis de la société, de tout leur environnement aujourd'hui. Et c'est un peu ça qui a donné la structure, enfin la forme, l'idée de mon film que vous allez pouvoir découvrir. 在新电影里面有2个演员是站台的演员，一个是赵涛，一个是梁锦东。他们就表演了从99年到未来2025年的情感故事。这不是一个站台的续集，但是它的灵感跟站台有关。Dans le film que vous allez découvrir, il y a 2 acteurs donc, qui étaient déjà dans le film Plateforme. D'une part Zhao Tao et puis l'acteur Liang Jingdong. Dans ce nouveau film, c'est une histoire, on s'attache, disons, à l'évolution des sentiments de ces personnages, et il couvre une période qui va de l'année 1999 jusqu'en 2025. Mais ce n'est pas une suite à Plateforme. Disons que ce film a pris un peu son inspiration dans Plateforme. 我觉得从站台到现在，我觉得我需要一个跨度很长的时间来讲我的对生活的理解，我的感情，因为对感情来说，对情感来说，可能只有经历过时间，我们在很长的时间线索上来讲述，我们才能够感受情感的不同阶段。所以站台是10年，然后山河故人变成26年。Je pense que j'ai besoin, pour faire part de ce que je ressens, de tout ce qui tourne au niveau des sentiments entre les gens, de ma compréhension de la vie, j'ai besoin de beaucoup de temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce film, disons, l'arc temporel est extrêmement large. Surtout quand on pense, tout ce qui touche aux sentiments entre les êtres, c'est quelque chose de tellement complexe que ça demande du temps. Et disons que si Plateforme couvrait 10 ans de la vie des personnages, pour le nouveau film que vous allez voir, Mountains May Depart,
Il s'agit de 26 ans d'histoire. Vous parliez des chansons de plateforme. Les chansons jouent un rôle très important dans plateforme, mais aussi dans vos films en général. Des chansons pop, des chansons de variété. Alors évidemment, elles servent de marqueurs temporels pour qu'on sache à quelle époque on se trouve, comme des souvenirs nostalgiques d'une époque. Mais c'est aussi quelque chose il y a une signification politique. C'est souvent des chansons sentimentales qui parlent d'amour, de sentiments intimes, alors que ces sentiments n'étaient pas interdits, mais en tout cas, ils étaient réprimés par le gouvernement, qui parlait plutôt du collectif plutôt que de l'intime. Et puis c'est aussi le premier moyen, quand il n'y en a pas d'autre, de voyager, de s'évader grâce aux chansons. Vos films sont traversés par le désir de partir, de voyager. Alors il y a les flux migratoires qui sont ceux nécessaires de gens qui voyagent pour trouver du travail à l'intérieur de la Chine, mais il y a aussi un désir d'évasion qui est souvent déçu, illusoire ou désespéré. Pour vous, les chansons, c'est beaucoup plus que quelque chose de la culture pop, c'est chargé d'émotions et de signification. 我最初就是发现了流行音乐的，就是它的魅力，它是跟我个人经验有关系。因为在我很小的时候，文革结束前后，那个时候没有流行音乐，但是仍然有音乐。这个音乐大部分是这个革命歌曲。那这些革命歌曲，比如说著名的有像我们小孩子会唱《我们是共产主义接班人》，然后工人会唱《我们是咱们工人有力量》。在那些歌曲里面，你会发现，就是都是我们，都是复数。所以到了70年代末开始听到流行音乐的时候，它带给我们的这个文化上的改变跟感情上的震撼是无法就是忘怀的。因为你会发现流行音乐它都在唱个人，比如说那时候开始流行台湾的歌手邓丽君，她最出名的一首歌，比如说《月亮代表我的心》，它不是我们，变成了我。那流行文化里面这样的一个，就是它让自我回归，它回归到个人的感情。那就是当我发现这一点之后，我开始就是理解了我为什么那么热爱流行文化、流行歌曲。Là, quand j'ai commencé à comprendre la beauté de la musique, bien sûr, il faut que je reparle de la période de la fin de la révolution culturelle où la musique était quasiment absente, ou en tout cas il n'y avait qu'un type de musique qui était la musique révolutionnaire. Et si on prend le propos de ces chants, disons que les paroles tournaient autour du fait qu'on disait toujours « nous sommes ». Le futur du communisme en Chine, où les ouvriers disaient nous, notre force en tant qu'ouvriers, jusqu'à la fin des années 70, où tout d'un coup, avec la venue donc de la variété, de la musique pop, tout d'un coup, on sentait ce changement sur le plan au niveau des sentiments transmis par les chansons, et tout d'un coup, on ne disait plus nous, mais on disait je. Par exemple, la célèbre chanteuse Teresa Deng avait une chanson très célèbre qui était la lune représente mon cœur, et c'était le mien, c'était pas notre cœur. Tout d'un coup, l'individu, la personnalité individuelle revenait au centre des choses, et ça m'explique pourquoi j'ai été pris d'amour pour cette musique-là. 那就是我觉得很长一段时间，中国人是不太擅长表达感情，内心世界我觉得其实非常丰富，但是因为很多原因。就是很不擅长表达自己的情感。流行音乐在中国恢复之后，我觉得它带给我们
表达感情的一种方法。这之后，比如说流行音乐最受欢迎的模式就是卡拉 OK。那有一次我在一个卡拉 OK 看一个中年的男人，他一直在唱歌，他唱得很难听，但他什么歌都唱得走调。我一开始很烦躁，就是后来他很感动我，因为我知道出了这个卡拉 OK， 他可能再也不会说爱这个字。Les Chinois, de façon générale, expriment peu leurs sentiments intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie intérieure très riche et très profonde, mais disons que culturellement, on n'est pas habitué à parler de son fort intérieur. Avec la musique pop, c'était un moyen de se livrer, d'exprimer ses sentiments. Le meilleur exemple en est la culture du karaoké. Ça me rappelle un jour où j'étais au karaoké et je voyais un homme d'une quarantaine d'années qui chantait. Il chantait de tout et il chantait absolument... il chantait faux, c'était terrible à l'écouter. Et puis en même temps, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais cet homme-là, il est en dehors du karaoké, quand il va sortir, il n'aura plus d'occasion de prononcer le mot amour. D'ailleurs, il y a des chansons de la plateforme sont l'occasion de quelques-unes des plus belles scènes du film. Et puis, il y a cette inénarrable version en cantonais d'une chanson de Gengis Khan, qui était une chanson allemande qui représentait l'Eurovision en 79, je crois, et qui est assez incroyable. Après Plateforme, vous réalisez Plaisirs inconnus, qui est un film sur la jeunesse, enfin sur votre génération, le malaise de la jeunesse en Chine, et qui se termine tragiquement. Et puis en 2004, il y a The World, qui montre une version un peu pathétique et jusqu'à l'absurde de cette ouverture au monde, de début de globalisation et de mondialisation, qui est un parc d'attractions près de Pékin où sont reconstitués tous les monuments les plus célèbres et les plus visités du monde entier, pour que les Chinois n'aient pas besoin de se déplacer trop loin pour se faire prendre en photo devant ces monuments. Et pour insister sur l'importance qu'avait Plateforme et les personnages de Plateforme dans votre œuvre, dans un entretien, une interview, vous aviez dit, mais dans Plateforme, les personnages rêvent de voyager, de partir, de découvrir le monde. Qu'est-ce qu'ils diraient s'ils voyaient ce parc? Ils seraient sans doute déçus et ils verraient que leur rêve s'arrête très, très tôt à l'intérieur du pays. 我想起来我在拍《任逍遥》的时候，那个时候，其实我们的生活里发生了一个很重要的事情，就是在2000年前后，中国开始各地都在建高速公路，这之前没有高速公路。当时我拍的时候，我只是有一种隐约的感觉，我觉得这个好像高速公路修起来之后，中国人的人际关系变了。在高速公路普及之前，就是人和人之间有一种激烈的一种人际关系，但是高速公路修好之后，有时候我坐着高速公路，在高速公路上坐车回家的时候，望的那些城市村庄，我觉得它一下抽象了。那么同时呢，从那个时候开始，你也会觉得好像人和人之间的这种传统的人际关系改变非常大。那我觉得高速公路可能是一个标志，它是一个经济的产物，同时它也是整个中国社会希望通往现代化的一个物质的一个桥梁。那在这个路上走得越远，就是你会发现存在着很多的悖论，很多的矛盾。Quand j'ai tourné Plaisirs inconnus, je sais que c'était l'époque où en Chine, on construisait énormément, on commençait à construire des autoroutes.
pour moi, ce symbole de l'autoroute prenait une importance considérable. Parce que je me suis rendu compte à quel point, à partir du moment où les autoroutes ont existé en Chine, les rapports entre les êtres ont été modifiés. Avant les autoroutes, les rapports entre les gens étaient toujours très intenses. Et puis après, si je me rappelle à chaque fois que je rentre chez moi, que je suis ce que je vois depuis l'autoroute, quand je vois les villages sur les côtés, ils m'apparaissent beaucoup plus, il y a une abstraction, ils deviennent beaucoup plus abstraits. Et je me rends compte à quel point aussi sur le plan des rapports entre les êtres, les rapports, disons, plus traditionnels ont disparu. Donc c'est comme si l'autoroute était une sorte de symbole, à la fois quelque chose qui permettait d'être en lien avec l'information véhiculée sur toute l'évolution du pays, et aussi quelque chose qui apportait beaucoup de contradictions entre les gens. 那个时候人们以为物质的变化、经济的变化可以带来，就是物质的现代化可以带来就是现代化，但是后来我发现，其实它可能带不来我们所渴望的自由这些东西。那从这个时候开始，我电影的一直在探讨一个主题，就是个人现代化的问题，就是说个人首先要成为一个现代化的人。什么是一个现代化的人呢？可能在每个国家地区定义不一样，但是在我的生活里，我觉得就是自由、独立，拥有一个完整的、丰富的自我。Je pense que les gens considéraient à une époque que l'enrichissement, l'évolution sur le plan matériel, les transformations économiques pouvaient nous mettre sur le chemin du modernisme. Mais moi, je me suis rendu compte à quel point ça ne nous apportait pas de liberté. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir cette conscience, le sujet principal de mes films, c'est devenu ça. C'est devenu la modernité de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire, la modernité de l'individu? Je pense que c'est quelque chose, on aurait une réponse différente en fonction de l'endroit où on se situe dans le monde. Pour moi, en Chine, la modernité de l'individu, c'est la liberté, l'indépendance et une richesse intérieure. Alors, The World a été, je crois, votre premier film autorisé par le Centre du cinéma chinois à sortir en salle. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer, peut-être que ce film avait été jugé moins pessimiste, moins dur que les autres, et j'imagine que vous avez ressenti beaucoup de frustration et de tristesse à l'idée que vos films ne puissent pas connaître une exploitation commerciale normale en Chine, et ça s'est encore reproduit avec A Touch of Sin. D'un autre côté, vos films sont beaucoup vus par des moyens moins licites, avec des DVD pirates. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec The World qui ne s'est pas passé avec les autres films? Est-ce qu'il y a des moyens de comprendre ou d'expliquer leurs décisions, ou alors c'est quelque chose qui échappe au bon sens? 我觉得首先是中国导演用作品来一直用作品来推进中国电影环境的放松跟自由。因为我是98年拍第一部电影《小五》，那么实际上在我之前开始有很多独立电影工作者，他们开始包括我自己后来的工作，我们一直在推动中国电影的审查变得更宽松。导演用自己的作品来把对自由的诉求一次一次表达出来，所以随着时间的这个积累，到了2002、03年的时候，开始带来了一个就是放松。Je pense qu'en Chine 整整10年，独立电影整整10年，那个时候，92年、93年开始有独立电影。到了02年、03年的时候，开始有一次放松，这是跟独立电影10年的推动有关系的。
je pense que là, en Chine, les réalisateurs, c'est avec leurs œuvres qu'ils font en sorte que petit à petit, l'environnement s'assouplit, qu'on acquiert petit à petit la liberté, une plus grande, plus de souplesse. Donc en 98, moi, quand j'ai commencé à tourner, avant moi, il y avait eu aussi des réalisateurs qui avaient contribué et participé à ça. Je pense que c'est vraiment par le travail qu'on fait tous en tant que réalisateurs que petit à petit, le temps passant, si je prends par exemple le début du cinéma indépendant en Chine, et c'est évident qu'il a fallu 10 ans de temps pour qu'en 2002-2003 environ, on commence à percevoir les signes de plus de liberté, de moins de restrictions. 另外一方面，我觉得也是科技电影的技术的变化非常重要。我记得我2000年站台的时候，我们拍完了所有的，那个时候是35毫米，拍完了所有的胶片，没有地方去洗，因为在中国的洗印厂就几家，那些洗印厂都有一个文件写的不允许给贾樟柯的电影洗印，所以我拍完之后，我这些电影不知道该往哪里去哪里洗，我很着急，因为那个东西得马上冲印出来。那后来我们想办法把它送到了香港，但是到了2002年、03年的时候，数码技术开始有了，我们影像变得自由，一个电影可能就是在技术的层面可能带来了一种解放，这我觉得也是一个非常重要的原因。Puis, bien sûr, il y a tout ce qui est dû à l'évolution des techniques. Quand je pense qu'en 2000, quand j'ai tourné Plateforme, on a tourné en 35, les bobines de Rush, il fallait les développer. Et le problème, c'est qu'il y avait quoi ? Il y avait 2-3 labos nationaux en Chine, et ils avaient tous un document qui stipulait qu'ils n'étaient absolument pas autorisés à recevoir quoi que ce soit venant de Jiazhangke. Donc, où est-ce que je pouvais aller pour développer J'étais très inquiet. Il y avait une question de temps. Je ne pouvais pas attendre trop longtemps. Donc, j'ai trouvé le moyen que ça puisse se faire à Hong Kong. Et puis, en 2002-2003, est venue l'ère du numérique. Et avec la liberté que ça nous a donnée à nous, cinéastes, une liberté sur le plan technique, mais pas uniquement. 我记得我有一个电影在送审的时候，其中的一个审查官就问我说：“如果我们不允许你这个电影公映，你会怎么办？”我说：“你知道吗？我现在只有这么大一块硬盘，我可以把它带到全世界去。所以提供那种文化管制的技术，就是已经不存在了。技术让这个文化管制它没有办法继续像以前那样来管制。” Je me souviens qu'un jour où j'ai déposé un film à la censure, une des personnes du bureau de la censure m'a dit « Et si je ne te donne pas le visa de censure, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu en penseras ?» Et je lui ai répondu « Vous savez, la totalité de mon film tient sur un petit disque dur, pas plus grand que ça, et je peux l'emmener comme ça partout où je veux dans le monde. » C'est pour dire à quel point l'évolution technologique a modifié, a changé la donne sur le plan de la culture. 我从2002年的任逍遥开始，一直是用数码的方法拍摄的。那个时候数码其实还不成熟，数码技术还不成熟。然后，其实那个时候我也开始有机会跟国际合作，其实投资也不是太难。但是我们一直在坚持数码，就是因为我希望能够，就是让数码电影成功，让年轻人知道我们有一种技术能够提供给我们自由的影像。那一直到天注定，一直到山河故人，整个电影的世界已经是数码的世界了。J'ai commencé donc à utiliser à tourner en digital, en numérique, avec Plaisir Inconnu,
bien sûr, c'était pas du tout au point notre technique. Puis c'était l'époque aussi où j'ai commencé à pouvoir collaborer avec des productions étrangères, donc j'avais moins de soucis pour financer mes films. Et en tout cas, on avait en tout cas dans notre but, c'était de tourner en numérique et de maintenir ce cap, parce que c'était important pour nous de dire à la jeunesse, voilà, on a une technique qui va nous permettre d'acquérir de la liberté. Et c'était le cas pour Touch of Sin, pour mon dernier film, Mountains May Depart. Maintenant, bien sûr, on est dans le monde du numérique. Vous avez évoqué la révolution numérique, l'importance qu'a pu avoir l'arrivée du numérique un peu partout dans le monde, mais spécialement en Chine, où justement ça a libéré certains cinéastes et ça leur a permis de faire des films plus librement et pour contourner les contraintes de la censure. Mais vous êtes avant tout un grand cinéaste, j'allais dire un grand formaliste, un grand inventeur de formes. Et le numérique a été aussi pour vous et pour d'autres cinéastes, mais vous en particulier, une révolution esthétique qui a sans doute modifié votre perception du cinéma, de la mise en scène, et avec la complicité de votre directeur de la photographie, Yuli Kwai, avec qui vous avez fait tous vos films, on sent justement à partir de Plaisir inconnu, mais surtout The World et Still Life, un changement dans votre cinéma, un questionnement formel. Et pour vous, le numérique, c'est peut-être plus de légèreté, plus de liberté, mais c'est aussi l'intrusion dans vos films de l'imaginaire, peut-être de quelque chose qui est plus de l'ordre du rêve ou de l'imaginaire ou de l'inconscient. On se souvient tous de cette image d'un immeuble qui décolle dans Still Life de manière totalement imprévisible, ou alors des séquences d'animation dans The World, ou d'effets spéciaux surprenants dans Touch of Sin. Ça a apporté aussi une hétérogénéité des images à l'intérieur de votre œuvre et à l'intérieur des films eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces changements esthétiques qui sont survenus dans vos films avec le numérique? 我觉得首先是数码的可能性带来了一种想象的解放。Pour moi, c'est évident que le numérique a apporté une liberté sur le plan de l'imaginaire. 比如说数码的，因为数码，我们后期的特技变得简单容易，所以很多以前我们很难实拍到的现实世界，它可以通过特技的方法来呈现。Bien sûr, sur le plan de la post-production, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était avant. Et ça nous permet aussi de mettre en image des choses qu'on ne peut pas filmer dans la réalité. 我跟于立卫的合作，我们每一次拍片之前，他都会问我说：“那这个电影，就是你想象中有一个画面是什么？”他要找我需要的视觉感觉。Avec Yuli Kwai, on a une façon de travailler. Et avant de commencer, d'aborder un nouveau projet, il me pose toujours la question de dire si tu devais penser à une image concernant ce film, ça serait quelle image? Et je sais que ça lui permet de rentrer dans mon imaginaire. 一般我们开始这个交流的时候，剧本还没写呢。我记得拍《山下好人》的时候，我告诉他，我特别想拍一个画面，是一个女人坐在那儿，然后她后面有一个很老了的这个电路的那个叫什么？就我们的电表箱，因为时间久了，它经常短路，它突然在冒那个火花。我说我们怎么拍这个？ Donc quand on a cet échange avec Yuli Kwai, c'est avant l'écriture du scénario. Et je me souviens que pour Still Life, il m'avait posé la question et je lui avais décrit une image d'une femme assise à un endroit. Et derrière elle, il y avait un compteur électrique qui tout d'un coup disjonctait et où il y avait un problème et qui faisait qu'il y avait des étincelles qui sortaient de ce compteur. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit comment tu filmerais ça? 然后我说要不要找几个人去真的去
通过短路的方法来制造这个真实的火花。然后后来他说不用，我们做特技好了，这个很简单一个特技。Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas provoquer ce mauvais contact électrique? Et il me dit, non, non, avec un effet spécial, on y arrivera tout à fait. 所以到山下好人的时候，我看到2个楼，然后我突然想起走钢丝，那2个楼之间距离非常远，然后我突然有个想象说，它中间有个钢丝，有一个人在钢丝上走。然后我们就拍了这个结尾，因为我知道用特技可以实现。Et donc, c'est aussi comme ça qu'est né le plan où il y a deux immeubles qui sont très éloignés l'un de l'autre, puis ce fil qui les relie, et puis un funambule qui marche sur ce fil. Et je savais, là, je n'ai pas hésité tout de suite à me permettre d'avoir cette scène-là, ce plan-là, parce que je savais qu'on pouvait faire appel à la technique pour avoir un effet spécial. 那另外一方面，我觉得数码对于我来说还有一个非常重要的美学上的可能性，是因为我特别喜欢公共空间。公共空间，喜欢公共空间不仅是它的建筑，更主要是在这个公共空间里面自然的存在着的人。那如果按传统的方法，我们可能把这个公共空间租下来，然后我们来拍。那我们可能拍到只是这个建筑，但是这个建筑里面它自然的，比如说长途火车站、长途汽车站，比如说医院，比如说这些公共的场所。如果我们用传统的方法，我们只是拍到了这个空间里面的自然的人的状态是需要扮演的。但因为数码它的方便，我从任逍遥开始，大量的公共空间都是就是跟着演员，让演员跟这个公共空间里的人环境发生真实的接触，我们把那个真实的接触所产生的美感记录下来。Sur le plan donc ce que ça m'a apporté sur le plan esthétique, il se trouve que je suis quelqu'un qui affectionne particulièrement les lieux publics. Mais si donc avec un tournage traditionnel, ce qu'on ferait, c'est qu'on filmerait les lieux, les bâtiments, mais pour avoir accès au naturel des gens qui habitent ces lieux, là, on serait bloqué sur le plan technique. Et par exemple, j'aime beaucoup les gares ferroviaires, les gares où il y a les autobus. Ce que m'a permis, à partir de Plaisir Inconnu, ce que m'a permis le numérique, c'est parce que, disons, de façon traditionnelle, ça aurait demandé aux acteurs de jouer le naturel des gens qui habitent ces lieux publics. Alors qu'avec le numérique, ça me permettait de faire en sorte que les acteurs du film qui jouent leur histoire soient intégrés aux gens qui, eux, ne jouent pas. Ils sont là, dans ce lieu. Et c'est le numérique qui m'a permis ça. 2001年我有了第一台小的数码摄影机，那个时候我跟于立威我们2个带着个小的摄影机，经常到处拍，没有目的，就是看到什么拍什么。我们那时候开玩笑说我们是一个新的维尔托夫的小组。在拍《山河故人》的时候，我又看了那些东西，主要是进入到公共空间拍摄的。然后在《山河故人》里，我们用了很多那个时候的拍到的影像。Donc c'est en 2001 que j'ai acquis ma première caméra mini DV, et je sais qu'avec Uli Kwai, on allait absolument partout pour filmer. Et à l'époque, on s'est dit, on est la seconde équipe, une équipe à la Velkov, comme l'homme à la caméra. Voilà. Et c'est tout ça parce qu'on se rendait compte à quel point et quelle facilité on avait accès à tous ces lieux publics. D'ailleurs, le numérique vous a permis une expérience assez singulière et incroyable dans votre œuvre. C'est en 2006, quand vous partez tourner un documentaire avec votre opérateur, et que les lieux si spectaculaires où vous êtes, donc la région des Trois Gorges, va vous inspirer une fiction que vous allez pouvoir tourner
ou presque improvisé en même temps que le documentaire, et ça va donner Still Life, qui est un de vos plus grands films et qui va obtenir le Lion d'Or à Venise. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience, cette idée comme ça de faire 2 films au lieu d'un seul et de passer du documentaire à la fiction? 第一次发生这种情况是任逍遥的时候，因为那个时候2001年，我拍了一个纪录片，用 DV 叫《In Public》公共场所。纪录片拍完之后，或者说在他拍的过程里面，就开始有很多故事的想象。那个拍完这个纪录片之后，就拍了任逍遥。那么对。Donc c'est en 2001 que j'ai fait Plaisir Inconnu. Juste avant, j'avais tourné un documentaire qui était In Public. Et pendant le tournage d'In Public, déjà, j'avais des idées, enfin mon imaginaire travaillait, et j'avais déjà des éléments de mon prochain film. 那么到2006年拍，本来是要拍纪录片《冬》，是关于画家刘晓东，因为他要去三峡画一组画，我很喜欢他的工作，所以就去拍纪录片。在拍的过程中，我第一次就是进入到三峡，我被那儿人们生活的情况就是吸引。更关键的是那儿的河流、那儿的天气、那儿人的样子，它给了我每天有大量的故事的想象。所以从那个时候，我发现就是记录跟虚构，它其实是我们进入到感情世界的2个通道。而我本人有充沛的这种激情，同时走这2个通道，因为现实太复杂了，好像纪录片有纪录片的局限，故事片、虚构电影有虚构电影的局限，我可以受到同一个灵感的启发，在不同的方向上制作电影。En 2006, donc, le projet était de tourner un documentaire sur le travail d'un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Léo Siordon. Et donc il peignait dans la région du barrage des Trois Gorges. Et je me souviens, au moment où je suis arrivée dans cette région, j'étais complètement fascinée par tout ce qui s'y passait. Et puis par les paysages, l'environnement, et surtout l'apparence des gens là-bas. Tout de suite, ça me faisait travailler énormément mon imaginaire, et j'avais des images qui me venaient, qui étaient très fortes et qui ne m'ont jamais quittée. Disons que c'est comme si, par le biais d'avoir à la fois la fiction et le documentaire, ça permettait d'investir un monde sentimental très complexe. Et moi-même, à me retrouver à aller tantôt vers le documentaire, tantôt vers la fiction, à passer de l'un à l'autre, ou à mélanger les deux, ça me permet de refléter la complexité de la vie, des rapports entre les gens, parce que on est contraint, on est restreint quand on tourne un documentaire, quand on tourne une fiction. Et là, je me rendais compte que je pouvais avoir un même désir de création et pouvoir le refléter de façon globale en faisant appel aux deux. Le temps nous manque malheureusement pour poursuivre cette masterclass. On aurait pu bien sûr évoquer Touch of Sin, qui est un film très important dans votre œuvre et qui dresse un bilan extrêmement, un constat très pessimiste sur la violence qu'a apporté ce soi-disant miracle économique. C'est un film important dans votre œuvre. Je pense que celui que nous allons découvrir l'est également dans quelques jours. Je ne pourrais pas conclure cette masterclass sans évoquer quelqu'un qui joue un rôle très important dans votre œuvre, qu'on retrouve de film en film, et qui est Zhao Tao, qui est une actrice
extraordinaire, qui est votre muse, votre égérie, et qu'on a vu, elle aussi, beaucoup changer, évoluer et endosser des personnalités très différentes de film en film. On la retrouvera dans Mountains May Depart. Et je dois dire il y a eu Anna Karina et Jean-Luc Godard, Monica Vitti et Antonioni. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jazz Anke et Zhao Tao dans le cinéma mondial. Je crois qu'elle est parmi nous dans la salle et je voudrais la saluer. Zhao Tao. Zhao Tao. Une très grande actrice pour un très grand cinéaste. Merci beaucoup, Jazz Anke. Merci. Et encore bravo pour ce carrosse d'or. Merci. Thank you.